voilà quoi, le jeu est trop universel pour qu'on puisse faire des clivages de sexe, de genre. C'est c'est juste impensable. Et dans notre métier, c'est une grosse verrue, ouais. Les ludothèques sont tiraillées entre un aspect social, utiliser le jeu pour toucher une population, et l'aspect culturel, promouvoir la pratique du jeu. Comment toi tu te situes? Je pense comme tout le monde, entre les deux, sans vouloir encore une fois faire de la langue de bois et pas répondre à la question. Je pense qu'on peut tout à fait associer les deux sans aucun problème. Promouvoir le jeu, c'est promouvoir les auteurs, c'est promouvoir les éditeurs, c'est promouvoir les objets culturels. Donc c'est faire partie des combats que toute cette population ludique dans le monde du jeu, voilà, ils sont présents dans ce combat-là et nous on se doit d'y être aussi. Et en même temps, l'aspect social, il est forcément là. On joue avec des gens, on joue pour des gens, on joue contre des gens. Donc forcément, c'est inéluctable. Le jeu, même si on peut jouer tout seul, quelque part, le jeu c'est universel, c'est multiculturel, multiracial, tout ce qu'on veut. On peut jouer sans parler la même langue. Donc non, on fait avec les deux, même de façon relativement naturelle. C'est en développant le côté social qu'on va promouvoir le jeu, et en promouvant le jeu, on va faire du social. Comment un ludothécaire peut aider à défendre l'aspect culturel du jeu, et est-ce que c'est son rôle? Son rôle, ça l'est si on décide que ça l'est. On a beaucoup de rôles, on a beaucoup de missions, mais on est des êtres humains, donc on a des appétences pour certaines choses. Moi, que le jeu devienne un objet culturel, soit reconnu au même titre qu'un livre ou qu'un CD, moi c'est important. Alors c'est pas important comme ça peut être important pour un auteur et un éditeur, peut-être qu'ils vont voir eux le côté légal, le côté financier de la chose, et je le comprends tout à fait, la TVA, les droits d'auteur, etc. Tous ces sujets-là qui moi ne m'impactent pas, mais c'est important dans le sens où pour moi le jeu est avant tout un objet ludique, et donc on va l'utiliser, on va l'amener chez soi, on va le faire partager. Ce sont des œuvres, et une œuvre qui fait pas partie de la culture, ça n'existe pas. Les films, les CD, la musique, les écrits, tout ça, ça fait partie de la culture, et le jeu doit aussi faire partie de la culture. Le ministère de la Culture dénombre plus de 7000 bibliothèques et plus de 9000 points de lecture, soit plus de 16 000 lieux dédiés aux livres. Pour le jeu, il y a environ 1200 ludothèques. Selon toi, est-ce que les ludothèques vont réussir à devenir un élément incontournable du paysage culturel, comme les bibliothèques, ou est-ce perdu d'avance? Non, c'est pas perdu d'avance. Aucun combat n'est perdu d'avance. Et je dirais que au sein de l'ALF, par exemple, donc l'association des ludothèques de France, dont je fais partie au niveau régional, c'est une de nos missions aussi. C'est une des missions de pouvoir frapper à la porte des institutions publiques, des ministères, des régions, pour dire on est là et on va prendre de plus en plus de place. Les bibliothèques ont eu un gros travail quand ils se sont transformés en médiathèques. Les gens n'étaient pas formés. Quelle idée de mettre des films avec des livres, vraiment. Maintenant, on commence à voir, donc ce combat a été gagné. Alors il y a toujours, c'est toujours en perpétuel mouvement, mais maintenant une médiathèque ça parle à tout le monde. Et maintenant les ludothèques commencent à s'insérer aussi dans ce concept. Dans certains pays comme au Canada, ça a été, ils ont été beaucoup plus précoces, mais il n'y a aucune raison que ce combat-là ne soit pas gagné. Alors certes, ça mettra du temps parce que peut-être que on est encore dans un système où les gens considèrent que le jeu c'est une perte de temps, mais à une époque les gens considéraient sûrement que écouter de la musique sans rien d'autre à faire c'était aussi une perte de temps. Donc il y a un changement de mentalité qui est en train de se faire, en tout cas en France, et je pense que voilà les différentes missions des associations d'auteurs, des ludothèques, des barrageux, des associations de jeux, des auteurs, des éditeurs, des distributeurs, tout ça va mener à ce qu'à un moment donné le jeu et, par effet de rebond, les ludothèques rentreront encore plus dans le quotidien des gens. Les ludothèques sont souvent perçues comme un endroit pour les enfants.
Est-ce que c'est normal? C'est normal, oui, parce que ça l'est. La problématique, c'est le que pour, parce que voilà, on est encore dans un contexte qui fait que le jeu c'est pour les enfants. C'est pas évident de dire à des personnes matures qu'on est joueur. Parfois, on le dit à demi-mot. Moi, je viens du jeu de rôle, donc c'était encore plus difficile parce qu'il y avait tout ce fantasme autour du jeu de rôle. Donc, quand on est rôliste, on tâte le terrain avant de commencer à parler de ça. Quand je parle à des gens que je connais pas et que je leur dis que je suis ludothécaire, déjà ils disent du coup tu peux me renseigner sur les livres. Alors, je leur dis c'est à peu près ça, mais sauf que je vais pouvoir vous renseigner sur des jeux ou des pratiques ludiques ou comment jouer ou comment votre enfant à tel âge il a besoin de quoi, etc. Donc oui, de toute façon, il faut pas. Je pense qu'il vaut mieux en rire parce que c'est déjà ça. C'est-à-dire que si elles sont reconnues pour la petite enfance, c'est qu'elles commencent à être reconnaître. Maintenant, notre travail, c'est aussi de se dire, attendez, ça veut dire quoi, que les personnes âgées, elles peuvent pas jouer? Sur les boîtes, avant, il y avait écrit 99 ans. Ça existe plus trop maintenant. C'est peut-être un indice aussi, ça. Et puis on reste des grands enfants, on grandit et on sait très bien que quand la culture ludique est prise à la racine, vraiment quand les enfants, on leur offre à jouer, on leur offre un panel le plus large possible de façons de jouer, de propositions ludiques, on sait que c'est du bienfait pour leur épanouissement, pour quand ils vont grandir et dans leur vie après future. Donc qu'on nous dise que c'est que pour les petits enfants ou la petite enfance, c'est déjà ça, et à nous de rebondir derrière pour leur dire mais quand vous allez grandir, vous n'allez pas oublier le jeu. Certains éditeurs de jeux pour enfants ont une gamme dite éducative, en opposition aux autres jeux. Qu'en penses-tu? Ça a sa place ou alors un jeu est juste un jeu? Les deux, mon capitaine. Un jeu, c'est un jeu. Et moi, j'ai appris que dans les jeux de règles, principalement, donc ce qu'il y a derrière moi, il y a donc à 99,99% une règle du jeu. Et cette règle du jeu, c'est un peu pareil comme dans le jeu de rôle. C'est-à-dire que parfois, on peut se dire tiens, on va changer la règle, mais on va continuer à jouer quand même. C'est pas parce qu'on n'écoute pas la règle ou qu'on ne suit pas la règle à la lettre qu'on va quand même prendre du plaisir. Les jeux éducatifs, moi, ça m'embête. Ça m'embête parce que pour moi, la seule raison de jouer, c'est le plaisir. Moi, je joue pour le plaisir et j'essaye de donner du plaisir aux gens. Que derrière, ça ait des incidences sur le niveau de lecture, savoir compter, savoir retrouver les couleurs, les formes. C'est un bonus, mais on peut utiliser d'autres choses pour faire ça. Que le jeu il soit fait pour ça, qu'il ait un but, pour moi, c'est antinomique. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le jeu, il peut pas avoir un but d'apprendre. Parce qu'en fait, ça veut dire que on met une méthode, quelque chose qui est construit pour faire apprendre quelque chose, et puis on dit à l'enfant ou à l'adulte en difficulté, bref, au public en tout cas, t'inquiète, c'est un jeu. Donc c'est un prétexte en fait, et c'est dommage. C'est dommage parce que ça biaise en fait la visibilité, la vue qu'on a sur un jeu qui avant tout est quand même pour se faire plaisir. Donc c'est vrai qu'on est souvent confronté quand on reçoit les écoles. Alors je leur en veux pas aux institutrices parce que ils sont aussi dans un espèce de formatage que nous on n'a pas. Ils ont aussi leurs objectifs que nous on n'a pas. Mais je pense que du coup il y a des éditeurs, ils ont une gamme jeux éducatifs. On pourrait en citer quelques-uns, notamment Nathan, etc. Et qui restent dans leur créneau de jeu éducatif pour un public en fait de professionnels qui va utiliser ça pour faire de l'éducation. Nous, si ça fait de l'éducation, c'est bien, mais c'est pas le but. Il y a un sujet qui fait souvent débat, c'est est-ce que le jeu est genré? Des jeux pour filles ou pour garçons? Je pense notamment au choix de Abba d'avoir troqué la couleur jaune de ses boîtes contre du rose pour certains jeux aux thématiques princesse ou licorne. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Ça, c'est un combat. Ça, c'est un combat parce que ça, c'est un combat qui touche à l'éducation des enfants dans les familles.
qui touche aussi au fait qu'on soit dans une société patriarcale, que la femme est pas, il y a encore d'énormes différences qu'on doit combattre tous les jours, et ça déborde sur le jeu, parce que forcément, on sait que ces idées-là, et ben ça commence dans l'éducation de l'enfant, dans son environnement proche, et c'est un vrai combat. À bas, c'est surprenant parce qu'en fait, on est plutôt maintenant dans quelque chose où on essaye de combattre le genre dans le jeu. On a vu des grands distributeurs qui commencent à arrêter de mettre des petites filles sur leurs cartons où ils vendent des poussettes ou des dinettes. On commence à avoir la couleur verte qui arrive pour éviter le bleu et le rose. Alors qu'à bas, je sais pas si en Allemagne, je sais pas où ils en sont, mais on est encore sur des formats des années 70. Et ça, c'est un combat quotidien, mais même sur le jeu sur place, sur le jouet, ou et notamment sur les déguisements, où je reprends souvent des parents qui ou des assistantes maternelles qui vont en fait stopper l'enfant en lui disant non ma chérie, tu ne peux pas mettre un costume de chevalier, tu es une fille. Les formats doivent changer. Des chevalières, il y en a dû en avoir, et de nos jours dans les séries télé, il y en a, et elles sont bien balèzes aussi. On pense à Game of Thrones. Hein. Exactement, voilà. Donc non, disons que j'en ai des jeux à bas, j'en ai qui ont des couleurs roses, j'ai même un memory sur les princesses, et du coup le pendant, hein, parce qu'ils font aussi le pendant chez Abba, c'est sur les pirates. Je m'en sers justement pour inciter à ce que les petits garçons prennent le licorne sur les nuages, par exemple. Ouais, je m'en sers un peu, ça m'aide, je m'en sers à contre-pied. Après, c'est un combat qui déborde du jeu, quoi, vraiment. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on pense à dire ça aux gens, à leur donner des petites astuces pour que les mentalités changent. Alors, on sait que ça va prendre des centaines d'années, ce truc-là, mais c'est pas grave, on continue à le faire, et voilà quoi, le jeu est trop universel pour qu'on puisse faire des clivages de sexe, de genre. C'est juste impensable. Et dans notre métier, c'est une grosse verrue, ouais.